Oui, donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le vrai. Donc je vais répondre à deux thèmes principaux que vous m'avez envoyé, vous m'avez envoyé beaucoup de questions. Je vais commencer par le remplacement, vous m'avez interrogé sur le fait que la FNSEA, Madame Lambert, qui a laissé sa place, enfin en réalité qui n'a pas laissé sa place parce qu'elle est restée à l'Europe au Copa-Cogeca, mais qui a laissé sa place à la FNSEA, c'est une catastrophe parce qu'elle est remplacée par un industriel de l'agriculture, monsieur Arnaud Rousseau. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation-là. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, ça ne change rien. C'est une image, si vous voulez. C'est en termes de communication. Ils ont mis des éleveurs régulièrement. Il y a eu Raymond Lacombe, il y a eu Luc Guyot, il y a eu Jean-Michel Lemétayer, il y en a eu d'autres. Il y a eu François Guillaume qui était céréalier en même temps. C'est piloté de toute façon par les gens qui sont au bord de l'agro-industrie, l'agroalimentaire. C'est les céréaliers qui sont à la manœuvre. C'est pas parce que vous allez mettre une présidente à la tête que c'est elle qui décide seule. Je vous rappelle que c'est toujours une équipe qui prend les décisions. Donc elle est remplacée par monsieur Arnaud Rousseau. Non, ça ne changera rien pour moi sur les trajectoires de ce syndicat-là, qui n'est plus un syndicat d'agriculteurs, qui est un syndicat depuis longtemps d'agroalimentaire. C'est un syndicat qui ne défend plus les agriculteurs et qui ne devrait plus être reconnu comme tel. Ensuite, j'ai vu des articles, des articles de journalistes très sympas en disant Madame Lambert revient à sa ferme. On voit des photos avec Madame Lambert dans sa ferme avec ses petits cochons. Bon, ça c'est pareil, c'est de la communication. Non, elle ne revient pas à sa ferme, elle reste à l'Europe. Et puis, pour être très précis par rapport à ça, quand on a des mandats au niveau national, mais même au niveau régional, voire même au niveau départemental, quand il y a plusieurs mandats cumulés, les gens, il faut savoir qu'ils sont exploitants agricoles. Quand ils viennent sur les antennes, ils disent « je suis exploitant agricole ». Faut le titre d'exploitant agricole pour être représentant, mais vous ne pouvez plus travailler dans votre exploitation. Et c'est normal. Je veux dire, avec les responsabilités qu'elle avait, c'est les salariés qui font le boulot. Mais quand vous avez des responsabilités, vous avez le titre, mais c'est plus vous qui exploitez dans votre exploitation. Si bien que certains, on en a vu au MODEF ou à la coordination rurale, qui n'avaient pas de salariés dans leur exploitation, mais qui avaient des fermes fantômes, même à la FNSEA. L'ancien président de la coordination rurale avait une ferme fantôme. Il avait des bâtiments à volailles qui étaient fermés depuis plus d'une dizaine d'années. Le président du MODEF actuel, c'est pareil. C'est des fermes fantômes. Et on en a eu à la FNSEA des responsables nationaux qui avaient des fermes fantômes, juste une boîte aux lettres. Parce que vous ne pouvez pas être dans les ministères et en même temps dans votre exploitation. Donc, quand ils disent « je suis agriculteur », effectivement, ils ont le titre. Mais ce n'est pas eux qui exploitent leur exploitation. Et ça, on peut le comprendre. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Pour moi, ça ne changera rien. Alors après, le bilan, ce qui est pas mal quand même, c'est qu'elle est passée sur des antennes et elle a mis « il y a des agriculteurs heureux, il y en a même beaucoup ». Étant fière du bilan de ces deux mandats, c'est elle qui parle, Christiane Lambert, mes plus grandes réussites, l'amélioration des revenus des agriculteurs, la création de l'assurance récolte, et l'amélioration de l'image de l'agriculture. Alors l'assurance récolte, un fiasco. Les revenus, je vous laisse juger. 75% des agriculteurs gagnent moins du SMIC. On est au moins à 2 suicides par jour. Au moins. On est à plus que ça. Donc, comme d'habitude, un décalage total. On est dans un monde virtuel où les journalistes se font plaisir à mettre des articles comme ça. Alors, je vous dis une dernière phrase de Christiane Lambert. Il y a donc urgence à soutenir l'agriculture. Le ministère de l'économie l'a dit lors du dernier salon de l'agriculture. Il faut que la France reste une grande nation de production agricole et relocalisée comme pour l'industrie. Car pour assurer l'avenir, il faut des jeunes qui s'installent, des jeunes agriculteurs qui veulent aujourd'hui une autre vie. Il inspire à avoir des week-ends. Ça, il n'y a pas de souci. Des week-ends, quand il y a des marges, les chefs d'entreprise qui ont des PME, ils prennent des week-ends. Mais pour prendre des week-ends, il faut des marges. Et pour avoir des marges, il ne faut pas se faire spolier par les lobbies de l'agroalimentaire qui sont
aux bottes du syndicat au niveau du COPA-COGECA européen et au niveau agricole français FNSEA. Maintenant, deuxième thème, parce qu'ensuite je vais en faire un troisième, on m'a posé la question concernant les bateaux, le problème des bateaux qui étaient bloqués, le pesticide qu'on n'avait plus le droit d'utiliser suite à des révélations ou des protestations des écologistes. Il y avait des pesticides qu'on utilisait dans les bateaux et ça nous empêchait de vendre nos céréales. Alors, merci aux nombreux députés qui ont réagi, parce qu'on ne peut pas laver plus blanc que blanc, il faut qu'on soit à égalité avec les autres. Les autres pays le font aussi, hein, ils traitent les bateaux et donc ils peuvent nous piquer des parts de marché. Donc j'ai vu qu'il y avait eu des réactions immédiates, je dis bien, à l'Assemblée nationale. Alors j'ai vu notamment des gens de la République En Marche, des gens du Rassemblement national, des gens des Républicains qui ont réagi en disant c'est une aberration, on ne peut plus exporter notre blé pour une connerie comme ça de pesticides, alors que les autres vont l'utiliser ou vont pas l'utiliser, mais ils vont nous piquer nos parts de marché. Alors ça, bien sûr que c'est une aberration, on doit travailler avec les mêmes règles. Alors derrière ça, il faut poser quand même quelques questions. Est-ce qu'il y a un danger avec ça? Alors là, c'est voilà, parce que s'il y a un danger, est-ce que nous, c'est notre rôle d'empoisonner les pays tiers? Il faut quand même se poser la question. Ensuite, cette réaction spontanée, efficace des députés pour dire « halte là, laissez les gens faire leur travail pour exporter, pour ne pas bloquer la filière céréale », je constate qu'il y a eu une réaction immédiate et je pense qu'elle était nécessaire. On doit défendre les agriculteurs. Hein. Je suis surpris par contre, et là je vais inviter tous ces députés du Rassemblement national, des Républicains et tout ça, de faire la même preuve, de faire les mêmes preuves de courage pour plein de dossiers qui sont bloqués. Je pense notamment à l'export d'animaux vivants qu'on veut essayer d'arrêter en mettant des surcharges administratives pour complexifier la vente d'animaux vivants vers l'export. On veut bloquer les gens qui veulent faire du commerce à l'export. On fait tout pour que Bigard ait la main sur les animaux et empêcher l'export d'animaux vivants, hein, qui va au détriment des éleveurs et des commerçants bestiaux. Lorsqu'il y a des règles, hein, au niveau européen, normalement libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux, pourquoi nous, éleveurs, on ne peut pas acheter des produits vétérinaires dans les pays limitrophes? C'est l'Europe, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, etc. L'Allemagne, là, bizarrement, il y a du lobby qui est fait par certaines professions, et là, je n'ai pas vu les députés monter au créneau. Il y a un tas de services qu'on veut mettre en concurrence, puisqu'on est dans le libre-échange. Moi, je le combats, mais actuellement, on est dedans. Il y a un tas de services qu'on veut mettre en concurrence pour le matériel agricole, pour tout ce qui tourne autour des valises, les concepts électroniques qui sont propres à des marques. Quand on veut mettre en compétition ou aller prendre des logiciels à l'étranger, c'est propre à la marque, on est obligé de rester sur le territoire français. Tout ce qui est administratif, il y a un tas de domaines administratifs où on ne peut pas mettre les gens en compétition, c'est propre à la France et c'est validé par l'administration française et on ne peut pas en sortir. Donc là, il y a 2 poids 2 mesures, parce que lorsqu'il s'agit du pesticide dans les bateaux pour les céréaliers, là, il y a réaction immédiate, il fallait le faire, parce qu'il faut qu'on soit à armes égales. Si les autres, ils l'utilisent et qu'ils nous piquent les marchés, on ne va pas être les dindons de la farce. Par contre, il faudrait le faire aussi pour les autres filières. Ça serait bien de l'étendre à l'ensemble des filières et de ne pas le faire que pour certaines filières agricoles. Quand on met une règle ou qu'on s'oppose à une loi parce qu'elle est aberrante, on le fait pour tout le monde. On ne choisit pas les individus. Voilà. Donc maintenant, dernier thème de mon intervention, je vais laisser parler un député et puis vous allez voir que c'est intéressant ce qu'il dit. À tout de suite. L'invité de Charles Matin.
Notre invité ce matin, c'est le député MoDem, Richard Ramos. Bonjour à vous, vous êtes député du Loiret et vous êtes un homme en colère aujourd'hui. Parce que hier, l'Assemblée nationale a rejeté l'interdiction des nitrites dans toutes les charcuteries à partir de l'année prochaine. Pourtant, l'agence sanitaire a clairement établi un lien entre ces additifs et les risques de cancer. Plus de 4000 cas de cancer et du côlon pourraient être évités en France selon Foodwatch. Alors c'est un combat que vous portez depuis longtemps. On vous a souvent entendu ici sur RMC. Pourtant, votre proposition de loi a été vidée de sa substance l'année dernière. Là, la proposition de loi des écolos vient d'être rejetée à l'Assemblée. C'est la 3e fois d'ailleurs qu'elle est rejetée. Je vous pose une question très simple ce matin, monsieur le député. Vous comptez y arriver un jour ou pas? On va y arriver. On va y arriver parce qu'on a commencé à mener ce combat-là sur RMC. Et aujourd'hui, on sait que le nitrite, ça tue les Français. Il faut que ces ministres qui sont à la solde des lobbyistes démissionnent. Je rappelle juste d'un mot. Les Français. Les nitrites, c'est ce qui permet au jambon blanc de rester rose, c'est un conservateur. Sauf qu'on sait qu'il est très mauvais pour la santé. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à le faire interdire? Parce que les ministres sont à la solde des lobbyistes. Les ministres de ce gouvernement, et pourtant je suis dans la majorité présidentielle. Vous êtes MoDem. Je suis MoDem. Sont à la solde des lobbyistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chercheurs français, le cirque, contre le cancer, l'Institut contre le cancer, voulu par le général de Gaulle, il a dit ça tue. L'ANSES, qui est l'agence indépendante de santé publique en France, dit ça tue. L'agence européenne dit ça tue. Et qu'est-ce que font les ministres? Ils disent on continue. Mais on continue à tuer les Français. Sur quoi ils se basent justement, eux? Alors, on a gagné le combat, tout le monde dit que ça tue. Mais on dit attention, peut-être que les autres produits, c'est pas bien non plus. On sait pas faire sans nitrite. Mais on se fout de la gueule du monde. On se fout de la gueule du monde. Ça, c'est l'argument du gouvernement. Il dit il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, ou les autres solutions, on n'est pas sûr. Mais on se fout de la gueule du monde. Allez dans un supermarché. Vous avez plein de produits sans nitrite. Oui. Vous avez le jambon de Parme. Il n'en a jamais eu de nitrite. La charcuterie corse. Pas de nitrite. Zéro retour de botulisme. Ce qui est fou, c'est que c'est même devenu aujourd'hui un argument commercial. On vend le sans nitrite sur le paquet de jambon. Oui, alors pourquoi les industriels qui font tous du sans nitrite? Donc si ces industriels-là, Erta, Fleury Michon, Jean Dondo, Desmarques Super U, font du sans nitrite, c'est qu'ils savent que ça tue pas. Pour une raison simple, c'est qu'ils veulent faire 2 alimentations en France, faut le dire aux auditeurs d'RMC. Une pour les pauvres, qui aura le droit de crever avec du nitrite, et une pour les bobos que nous sommes, où on mettra 40 centimes de plus, mais on aura le droit de pas mourir. Alors moi j'entends ce que vous dites, j'entends vos arguments, j'entends quand vous me parlez de l'ANSES, d'accord, sauf que là ça fait 3 fois qu'il y a des tentatives à l'Assemblée nationale pour faire disparaître les nitrites. C'est quoi la 4e? Quelle sera la bonne solution? Alors il faut expliquer, c'est pour ça que les gens ils vont plus voter. C'est pour ça qu'on est dans une crise démocratique. Ça veut dire que quand la loi protège moins que Foodwatch, que la Ligue contre le cancer, contre Yuka, contre Monsieur Coudray, c'est-à-dire que quand la loi, elle protège moins que des associations ou des entreprises, alors les gens se détournent de la démocratie. C'est parce qu'on n'a pas des politiques à la hauteur de l'enjeu sanitaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour d'autres raisons, on a des gens dans la rue et qu'on aura une insurrection démocratique. Parce que la loi, elle doit protéger. J'ai été élu comme député pour protéger. Et aujourd'hui, les ministres à la solde de les lobbyistes ne protègent pas. Donc, conclusion. Les gens n'iront plus voter, parce que la loi ne les protégera plus. Vous êtes député MoDem, mais très en colère contre le gouvernement, là. Hein. Mais je suis contre le gouvernement, mais même parfois même contre le MoDem. Je suis d'abord un député libre, parce que on sait que ça tue. Je ne serais pas que ça tue. Les grands chercheurs, Océane Martin, Jérôme Santolini, indépendants, ils nous auraient dit ça tue pas. Je serais pas en colère. Mais comment vous avez des enfants? Comment on peut se dire, je vais manger mon jambon coquillette du dimanche soir et je vais tuer mes gosses? Alors le gouvernement a présenté un plan la semaine dernière, 20% de baisse des nitrites pour tout le monde. Il y a l'UFC Que Choisir qui nous dit désormais ce matin que en fait ce plan il est calqué sur l'agenda finalement des industriels et que la plupart d'entre eux ils sont déjà au point. Vous nous dites même qu'ils savent de toute façon très bien faire du sans nitrite. Ça vous inspire quoi? C'est le poids des lobbies, c'est ce que vous dites? C'est le poids des lobbies. L'agenda du gouvernement, c'est celui des industriels. Il s'appuie sur une étude. Alors ça paraît comme ça super. L'INRAE, Monsieur Fabrice Pierre. Sauf que l'étude, la seule qui s'appuie sur le gouvernement, la seule, elle a été financée à plus de 2 millions d'euros par les industriels. Le gouvernement n'a même pas l'honnêteté de dire, quand il signe l'INRAE, de dire financé à hauteur de 2 millions d'euros par les industriels. Ça veut dire que quand on cite une étude, qui paye? Dis-moi qui paye, je te dirai qui est ton maître. Donc vous avez vu, c'est intéressant. Dites-moi qui paye, je vous dirai qui est mon maître. Vous avez vu, tout est dit, tout est résumé. Les lobbies
de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire, les lobbies, je vous le rappelle, je ne vais pas vous refaire les schémas que je vous ai déjà faits sur le jambon, hein, que ce soit la Coperle, toutes les structures de l'agroalimentaire, c'est la FNSEA. Parce que les présidents de coopératives sont les présidents de syndicats, et je pourrais m'étendre. Et l'organigramme, je vous l'ai déjà dit, c'est dans la plupart de ces entreprises-là, Unigrain, le fonds des céréaliers de la FNSEA, qui a financé. C'est les plateformes de vente InVivo, c'est le groupe Avril qui est partie prenante dans un tas de ces sociétés-là également avec InVivo. La Banque publique d'investissement, donc comme l'a bien dit M. Ramos, bravo M. Ramos, le bras de l'État, bien sûr le bras de l'État, l'ex-Caisse des dépôts et consignations, la Banque publique d'investissement, qui est en financement, en conjoint avec ces structures-là, de l'agroalimentaire, et au-dessus des fonds des barbares de Wall Street, le groupe KKR, Kronberg, Kravitz, Robert. Donc tout est dit, je vous rapportais deux précisions importantes. Quand on parle de souveraineté, vous voyez que même si ça tue, ce qui compte c'est de nourrir les gens et de faire du business, vous l'avez compris, hein, ce qui compte c'est de gagner du fric. Il faut quand même savoir que quand ils ont le culot, je parle de la FNSEA, ou d'autres d'ailleurs, hein, de parler de souveraineté, hein, on est à peu près 68 millions d'habitants. La FNSEA représente 0,00151% des habitants. J'ai bien dit 0,00151% du nombre d'habitants en France. Les écolos, puisque j'ai beaucoup d'appels concernant les écolos en disant le problème c'est les écolos. Là je m'appuie sur les élections, hein. Adhérents et élections. Les écolos, je les ai identifiés en suffrage exprimé, dernières élections connues, c'est 0,0238%. Voilà ce que représentent les écolos avec les véganes, c'est-à-dire rien, absolument rien. Par contre, ce que vient de dire M. Ramos, vous avez vu, 96,5% des produits achetés sur le territoire chez les paysans, 96,5% passent par les bras de l'agroalimentaire qu'est la FNSEA. 3,5% c'est de la vente directe. Seul 3,5%. C'est des circuits courts et la vente directe. Et le gros morceau là-dedans, c'est la viticulture. Donc ça veut dire que ça représente très peu. Il faut espérer que ça va se développer. Je suis pour. Mais on ne fera jamais 100%. Il ne faut pas rêver. Donc, vous voyez où la problématique? Très intéressant ce qu'a dit M. Ramos. Quand on a les preuves, même si ça tue, faut faire du fric. Et je peux vous dire que ce week-end, j'étais à une conférence internationale en visio avec des gens à travers le monde, Pakistan, Chine, États-Unis. J'étais le seul agriculteur, il y avait un pêcheur de l'Alaska, et on était avec des ministres ou des anciens ministres ou des gens qui ont fait des hautes études sur le commerce international, et c'était par rapport à l'enjeu de demain, le basculement mondial qui est en train d'arriver avec les BRICS, les pays des BRICS qui vont s'étendre, Inde, Russie, Chine, Afrique du Sud, etc., qui aujourd'hui vont représenter 60% du produit intérieur brut et qui vont dépasser de loin l'Occident, et le dollar va être relayé au second plan. Les enjeux, quand on est dans ces conférences-là internationales, lorsqu'on vient sur le sujet qui est secondaire, hein, le sujet de l'agriculture, le sujet de l'agriculture, il n'y a qu'une chose qui les préoccupe, c'est qu'il ne manque pas de nourriture, ce qu'il appelle la souveraineté. Mais on peut manger de la merde, on peut manger des insectes, on peut manger... Ça, c'est le moindre de leurs soucis. Les gens de la finance, c'est le moindre de leurs soucis. Le moindre de leurs soucis. Maintenant, faites bien attention, je vous mets en garde les gars, la FNSEA est commencée, mais il n'y a pas que la FNSEA. Quand on a des réunions internationales, on voit un petit peu la tendance dans tous les pays, surtout d'ailleurs aux États-Unis et au Brésil, hein, plus que sur le continent européen. Ils disent, va falloir reprendre la production à tout va. Va falloir produire. Attention danger, va falloir produire. Je rappelle que 33% de la nourriture est gaspillée entre le départ de la parcelle et la sortie du magasin, ou l'arrivée dans l'assiette. 33% est gaspillé. Mais malgré ça, ils disent le mot d'ordre,
Produire, produire, produire. Alors moi, je leur ai dit, produire, non. Rémunérer les paysans. Parce que travailler plus, produire plus pour gagner moins, pour avoir des paysans au bout d'une corde, moi je leur ai dit non. Produire, oui, mais à condition d'être rémunéré. Et comme il y avait des gens, des ministres ou des anciens ministres à cette conférence, je leur ai demandé si eux, entre autres, ils étaient d'accord pour travailler sans être payés. Est-ce que demain, s'il faut reprendre des parts de marché via Airbus, est-ce qu'on est d'accord de monter une chaîne supplémentaire Airbus sans rémunérer les salariés qui vont travailler dans l'usine? La personne répond, parce que c'est quelque chose qui n'est même pas imaginable. Hein? Mais pour les paysans, par contre, c'est normal. Là, on va leur demander de travailler, de produire plus sans les payer. Hein? C'est bien ce qui s'est passé ces 40 dernières années, les gars. Les gains de productivité, on sait où ils sont tombés. Ils ne sont pas tombés dans la poche des écolos et des véganes, qui est un débat secondaire. Il y a un petit noyau de gens excités ou dérangés qui viennent foutre le bordel dans certaines réunions. Ça, il ne faut pas perdre de temps avec ça. 0,0238% de la population. Retenez bien ça. Ça veut dire rien du tout. Peanuts. Bon. Alors, si je prends le même mode de calcul, je vous rappelle que par rapport à la population française, Emmanuel Macron, c'est un peu plus de 14%. Il faut être très honnête. Hein, c'est un peu plus de 14%. C'est pas plus que ça. Voilà. C'est ça la réalité. Donc, je vous laisse réfléchir. Vous avez vu que M. Ramos, il avait du sang. Il était très énergique. J'espère qu'il va continuer à avoir autant d'élan. Et puis tous les députés là, qui ont fait preuve d'énergie pour débloquer les bateaux de céréales, ben maintenant, moi, je les attends pour donner un coup de pied dans la fourmilière et puis regarder où est le problème agricole dans l'élevage, parce que sur le terrain, c'est un massacre. Quand je vois ce qu'a dit Mme Lambert et la réalité du terrain, je dis bien, c'est un massacre. Les gens ne peuvent pas s'installer, tout simplement parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc, pas de rentabilité, catastrophe pour les jeunes et les moins jeunes, et puis alors, un drame pour les gens qui ont travaillé toute une vie, qui arrivent à la retraite et qui vont céder leur exploitation pour rien. Je dis bien pour rien. Hein? Je vous remercie. Posez vos questions. Normalement, je vous referai une vidéo dimanche prochain. À bientôt.